avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit la parentalité au XXIe siècle en essayant de l'affranchir du modèle patriarcal. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde Bessé et Loïc Crobu, deux psychologues cliniciens spécialisés dans les thérapies scientifiques et la neuropsychologie, pour une discussion des plus captivantes sur les défis et les complexités de leur expérience parentale. Vous pouvez retrouver leurs travaux et partages dans leur podcast Militant Psy et leur compte Instagram du même nom. Ma réflexion première pour motiver cet épisode était de me demander si le fait d'être psychologue peut être perçu comme un facteur de protection face aux difficultés parentales, notamment du postpartum. C'est assez naturellement que je me suis adressé à eux, mes amis, psy engagés, et je dois bien reconnaître qu'ils se sont livrés sans retenue et en toute confiance. Pour cela, je les en remercie énormément. Alors spoiler, vous pouvez préparer quelques mouchoirs. Dans cet épisode, Mathilde et Loïc partageront avec nous leur parcours semé d'embûches, depuis leur confrontation avec des autorités médicales réticentes à leur approche d'éducation non violente et proximale, jusqu'à leur propre sentiment de peur, de méfiance et de frustration. Vous découvrirez notamment comment Mathilde a dû faire face à des critiques et des menaces en raison de ses choix parentaux, notamment concernant l'allaitement de son enfant, ainsi que la pression sociale et le manque de soutien qu'elle a ressenti dans cette période cruciale. Nous aborderons également l'importance de faire confiance à ses propres capacités, d'accepter l'incertitude parentale et de s'entourer d'une équipe de soutien solide. Mathilde et Loïc nous parleront des outils psychologiques qu'ils ont utilisés pour surmonter les tensions au sein de leur couple, des prises de bec jusqu'à la solidarité retrouvée. Ils évoqueront aussi les moments où leur expertise en psychologie ne les a pas épargnés des difficultés inhérentes à la parentalité. Enfin, mes invités partageront leurs pensées sur la diversité des expériences avec les soignants, l'importance de la personnalisation des soins, la remise en question de certaines pratiques pédiatriques. Ils concluront sur des réflexions profondes concernant leur cheminement personnel, notamment avec leurs liens familiaux et leur évolution en tant que parents et partenaires de vie. Préparez-vous pour une conversation émotive et profonde qui offre un regard sincère et éclairé sur les défis de la parentalité moderne. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser une note avec un max d'étoiles et commenter partout où c'est possible. On se retrouve aussi sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok et LinkedIn. Vous pouvez aussi réagir en laissant un audio sur l'outil SpeakPipe, même depuis votre téléphone. Le lien est en description. On y va tout de suite avec mes premières questions. Mathilde et Loïc, avant tout pour notre auditoire qui ne s'y connaît pas forcément sur ce qu'est la psychologie, vous revendiquez psychologue scientifique. Alors concrètement, c'est quoi un psychologue scientifique ? C'est quoi la différence entre un psychologue scientifique et un psychologue pas scientifique ? Et c'est quoi la différence entre un psychologue scientifique et un psychanalyste ? Je vous souhaite une bonne écoute. Déjà, il faut savoir que psychanalyste, c'est un titre qui n'est pas protégé. On peut être psychologue d'orientation psychanalytique et il y a aussi psychanalyste. Psychanalyste, c'est pas un titre protégé. N'importe qui peut être psychanalyste demain. Donc c'est fondé sur pas de diplôme particulier, quoi. Par contre, il y a aussi des psychologues spécialisés en psychanalyse qui donc ont un titre protégé de psychologue, mais qui se sont formés au long de leur cursus à la psychanalyse, qui n'est pas une théorie fondée et basée sur des preuves. Et c'est ça qui nous différencie en fait des psychologues spécialisés en psychanalyse. C'est que nous, on utilise des outils, des approches, des méthodes qui ont fait leurs preuves, qui ont été étudiées et qui se basent du coup sur des... Sur la psychologie, vraiment sur la psychologie humaine et sur la science. Moi, j'y connais pas grand-chose. Ouais. Quand vous dites fondé sur des preuves, basé sur des preuves, ça veut dire quoi ? Parce que concrètement, la psychanalyse, elle soigne des gens. Donc, en tout cas, on dit que la psychanalyse soigne des gens. Donc, c'est pas des preuves, ça ? Donc, en gros, les psychothérapies qu'on utilise, elles sont basées sur des modèles qui ont été théorisés à partir du comportement humain et donc dans ce qu'on sait du comportement humain et de comment fonctionnent les êtres humains, tout simplement. Et quand, en fait, des personnes mettent en lumière des thérapies, ils vont venir la tester sur des personnes et vérifier si effectivement il y a une amélioration de ce qu'on vise et de ce qu'on veut traiter avant et après le traitement. Mais c'est évalué, standardisé, randomisé, voilà. Ça suit des règles précises et particulières. Après, il y a des gros groupements d'études qui donnent des méta-analyses qui sont vraiment des études où ça regroupe vraiment un ensemble d'études qui vont amener à prouver l'efficacité ou non d'une thérapie. Aujourd'hui, la psychanalyse, elle n'a jamais été prouvée scientifiquement parce que aussi ils n'ont jamais vraiment voulu la tester en fait au niveau scientifique. La psychanalyse, ça reste la pensée d'un seul homme à une époque donnée, époque qui a beaucoup changé d'ailleurs aujourd'hui, et qui est encore utilisée quasi telle qu'elle
On l'utilise quasiment tel quel. Il y a 2 pays, en France et en Argentine. Dans les autres pays, ça se fait plus comme ça. Il y a que la France en fait qui utilise encore la psychanalyse telle quelle. C'est-à-dire la psychanalyse freudienne et lacanienne, puisque c'est Lacan qui a remis la psychanalyse en France. Il faut savoir que oui, ça reste la pensée d'un seul homme à un moment donné. Et donc non, la pensée d'un seul homme ne peut pas rendre compte de la pluralité de ce qui se passe pour les êtres humains. Et non, ça ne peut pas être scientifique, quoi. Alors moi, si je comprends bien, parce que bon, vous m'expliquez ça veut dire qu'on a d'une part des pratiques sur la santé mentale qui sont pas basées sur des preuves, donc que la science n'a pas réussi à déterminer comme efficaces. C'est ça, ouais. Et d'autre part, des pratiques qui le sont. C'est ça. Après, voilà, à adapter quand même et à personnaliser, parce que c'est l'écueil qu'on va donner à la psychologie scientifique. On va dire, mais du coup, c'est pour tout le monde pareil, tout ça. Ouais. Ça aussi, on a tranché un peu là-dessus. Si on fait pour tout le monde pareil, ça donne pas des résultats phénoménaux comme on peut avoir dans les études. Par contre, dès qu'on va personnaliser le soin, et c'est ça vraiment actuellement qu'on peut faire en psychologie scientifique, c'est qu'on va vraiment personnaliser notre prise en charge à un individu, à une personne, dans sa vie, dans son environnement, dans sa construction, dans tout son être, en fait, tout simplement. Dans son Exactement. Et on va utiliser des outils, mais c'est pas un protocole qu'on applique. Les outils sont utilisés et mis en place en fonction d'une analyse, ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles, personnalisées, c'est-à-dire que c'est l'analyse d'un individu à un instant T dans sa vie à un moment donné qui va nous permettre de savoir quelle va être notre cible de travail et qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais du coup, ça prend en compte effectivement son environnement, sa génétique, son tempérament, sa personnalité, ses conditions de vie actuelles, ses croyances, ses valeurs, sa religion, enfin tout. En fait, globalement, on est obligé de tout prendre en compte pour essayer d'adapter au maximum. Parce que effectivement, si demain je donne le même costume à tout le monde, il y a peut-être des gens à qui ça va aller parfaitement bien, d'autres ça va être trop court, d'autres trop grand. Et donc c'est pas le but, même si c'est le meilleur costume avec le meilleur tissu, ça suffirait pas. Et donc évidemment que c'est adapté, personnalisé, et c'est même essentiel que ça le soit, quoi. Vous, ce que vous utilisez, c'est TCC, c'est ça ? Oui, on est formé aux thérapies cognitives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce qu'il y a d'autres pratiques de psychologie qui sont scientifiques et qui ne sont pas des TCC ? Les TCC, c'est un ensemble. Ça veut dire quoi déjà ? Les thérapies cognitives et comportementales. Okay, on parle des TCC parce que dans les TCC, il y a un ensemble de thérapies. Voilà, c'est un regroupement de thérapies, en fait, les TCC. C'est pas juste un protocole universel, pareil, pour toutes les psychopathologies. Les TCC sont vraiment les thérapies actuellement les plus étudiées et effectivement qui font le plus leurs preuves au niveau scientifique, mais pas que. Par exemple, on pourrait en citer d'autres. Il y a des psychothérapies spécifiques qui montrent une efficacité dans des domaines précis. Comme ça, qu'est-ce qui me vient ? Il y a par exemple le MDR, on en parle beaucoup. Ça a été montré efficace pour tous les traitements du stress post-traumatique qu'on appelle de type 1. Donc quand on a un traumatisme simple, pas simple au sens c'est pas grave ce qui est arrivé, plutôt donc avec une chose qui a traumatisé. Donc ça a montré une efficacité. Donc on peut dire qu'à ce moment-là, cette méthode est validée scientifiquement pour aider à travailler sur quelque chose en spécifique. La thérapie dialectique aussi pour la prise en charge des troubles de la personnalité borderline, qui n'est pas... C'est ça qui est compliqué, c'est que c'est des thérapies qui sont différentes. Enfin, pour nous, elles sont différentes. Pourtant, elles sont regroupées dans la même grande famille des TCC parce qu'elles se basent tous sur un principe de base qui, pour le coup, est universel, qui a été étudié. On sait que l'humain fonctionne comme ça, on sait que l'être humain fonctionne comme ça. C'est qu'elles partent du principe qu'il y a 3 piliers majeurs chez l'être humain qui sont les émotions, les pensées, les comportements, que les 3 s'influencent les uns les autres. Et que ça, c'est vraiment la base de tout. Et que, grosso modo, on peut analyser toutes les situations comme ça. C'est-à-dire que dans une situation donnée, je vais ressentir une émotion donnée, avec une pensée donnée, et je vais réagir de telle ou telle manière. Et nous, quand on a accès à l'émotion, la pensée et le comportement, ça nous permet de savoir quel est le registre émotionnel, ça nous permet de savoir, du coup, quels sont les biais cognitifs qui sont mis en place dans cette situation-là, puisque sur une même situation, chaque individu ne va pas réagir de la même manière, ne va pas interpréter la situation de la même façon. C'est pour ça que face à des événements type, je sais pas moi, un attentat, et peut-être que Michel, il va faire un stress post-traumatique alors que Bernard, pas du tout, alors qu'ils ont vécu le même événement. Et puis, il y a le côté comportemental. C'est est-ce que le comportement que je mets en place, c'est un comportement guidé par mon émotion qui ne va pas m'aider sur du long terme, ou est-ce que c'est un comportement guidé plus par mes envies, mes valeurs, etc. Et c'est de savoir si mon comportement, il est renforçateur ou non d'un trouble, renforçateur ou non d'une émotion,
et est-ce qu'il m'aide en fait ou pas. On arrive à analyser en fait aussi beaucoup de situations comme ça, et c'est ce qui nous donne beaucoup d'infos en fait. Et justement, aujourd'hui, on fait des trucs de fou parce que du coup, sur ces choses-là où on commence à apprendre à comprendre qu'il y a des processus psychologiques communs aux personnes, donc nous tous là, et tous ceux qui nous écoutent, donc on a tous des processus psychologiques, et après, on fonctionne sur un continuum. Et en fonction de ce qui se passe dans nos vies ou pas, c'est plus ou moins problématique pour nous. Et en fait, les psychologues vont apprendre, du coup, via cette analyse fonctionnelle, à aller repérer ce qui peut être problématique ou ce qui peut gêner une personne pour aller cibler ça avec, après, des psychothérapies spécifiques quand on a repéré ça. Mais ce qui va être problématique chez l'un ne le sera pas forcément chez quelqu'un d'autre, parce qu'on n'a pas une liste de bons et de mauvais comportements. C'est la fonction de chaque comportement pour chaque personne, et comment ça l'aide ou pas, et comment en fait on va pouvoir nous l'amener vers de nouveaux apprentissages pour compenser les anciens qui sont parfois dysfonctionnels. Complètement, en fait, c'est ça, c'est que les psychothérapies sont vraiment basées sur ces lois donc vraiment comportementales qui existent. Donc je vais pas rentrer dans le détail sur comment ça fonctionne et qu'est-ce qui se passe, mais en gros, ce qu'on a de commun tous quand on fait de la psychologie scientifique, c'est qu'on connaît ces lois. Du coup, on va pouvoir faire vraiment une vraie bonne analyse fonctionnelle, donc toujours, et ensuite on est formé à des outils qui vont répondre à ces choses-là. On fait une cartographie en fait du fonctionnement merci déjà d'avoir répondu avec précision à cette question. Non, mais c'est important parce que l'aspect de votre profession dans notre échange va être important. On entend beaucoup de choses concernant la psychologie, concernant les psychologues, etc. Donc je voulais déjà éclaircir tout ça avant d'y aller. Et vous êtes aussi parent. Oui. Et oui, et qui nous occupe une grande partie de notre vie aussi. Oui, clairement. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que, globalement, d'abord, vous pensez que votre formation de psychologue, par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer, que ce soit au niveau de la grossesse, de l'accouchement et ensuite du postpartum et de la parentalité, donc parce que ça peut générer des peurs, dans l'anxiété, potentiellement réveiller des choses. Est-ce que vous trouvez que le fait d'être psychologue, c'est un petit peu, je dis pas qu'on va plus ressentir les choses, mais c'est un facteur de protection vis-à-vis de ce que vous vivez en tant que parent. Nous, c'est vrai que du coup, du fait de notre profession, on a rencontré zéro problématique, et c'est ça qui est dingue. Ouais, ça a été incroyable. Ça nous a protégé. Pas du tout, vraiment. Vous n'avez non, en aucun fait, ça pas de manque de sommeil d'ailleurs. Non, elle a dormi vraiment dès la naissance. Parce qu'on avait les bonnes méthodes. Accouchement vraiment. Les psychologues ont besoin que de 20 minutes de sommeil par jour. Voilà, vraiment. Puis on ça avait nous les bonnes protège méthodes, de la vie, la méthode all day, all unique night, que tout le monde devait connaître. Non. Puis du coup, on n'a même pas été infantilisé dans le système médical. Je veux dire, tout de suite, on nous a pris au sérieux comme étant de bons parents excellents. Du coup, non, aucun problème. Question suivante. Donc c'était bien sûr pour l'auditoire une réponse tout à fait sarcastique. Déjà, comment est-ce que vous avez vécu cette découverte de la parentalité? Et c'est intéressant, je trouve, ce que tu disais, Mathilde, sur le fait d'être psychologue ne vous a pas non plus protégé, au-delà de quelque chose de vous-même à vous-même, quoi. Ça vous a pas non plus protégé vis-à-vis des autres soignants et soignantes pas du tout. Qui vous ont pas spécialement... Peut-être même que ça a joué en notre faveur parfois. Je me demande qu'est-ce qui vous fait dire ça? Par exemple, je me souviens de ce truc-là où, du coup, on a nettoyé le cordon ombilical de notre fille avec du lait maternel. Ça a fait un peu scandale en pédiatrie. Et donc, j'ai sorti mon PubMed. Non, c'est pas... J'ai sorti une étude, deux méta-analyses qui disaient si, regardez, il y a ça. Et on l'a pas bien pris. Okay. Mais je peux comprendre. Non, mais il y a eu un ensemble de paramètres après qui ont fait que je pense que ça s'est passé comme ça avec le corps médical. Mais je pense que là où ça nous a aidé, c'est plus dans la compréhension de notre bébé. Parce que on est formé forcément à la santé mentale, on connaît les facteurs de risque prédisposants de psychopathologie. Et je pense que là-dessus, on était renseignés, informés, on connaît ce qui peut aussi augmenter les risques de dépression du postpartum. On est au courant de tous ces risques-là, et là-dessus, je pense que ça a été une force et une richesse pour nous. Par contre, ça ne nous a pas protégés de problématiques liées à la parentalité, liées à quelque chose de nouveau, parce que malgré tout, ça restait à nouveau pour nous, et un gros bouleversement et un gros changement. Et ça ne nous a pas protégés de l'extérieur non plus, quoi. Donc, ça a été, oui, je pense, un atout. Après, on restait des êtres humains et des parents, et des jeunes parents à ce moment-là. Et au-delà de ça, moi, je pense aussi je pense que c'était propre à moi, et je pense que ça épargne pas non plus d'autres mères, mais avec cette pression à se mettre je ne voulais rien faire qui pouvait... j'avais tellement conscience de tous les risques et de machin, de ci, de mi, qu'à l'inverse, peut-être que ça a parfois été aussi une source de pression supplémentaire, de me dire qu'il fallait que je fasse les choses
bien et qu'en plus j'étais psy et que je savais que donc je voulais vraiment faire les choses bien, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'au départ, on avait un peu ce truc-là on sait et donc on est en train de faire des choses qui pourraient poser problème. Et puis après, ça ferait, une fois que le stress de devenir parent redescend, que l'anxiété redescend. Oui, parce qu'on nous attendait au tournant aussi, tu vois. Oui, non, mais même, tu vois, on se met... Qui vous attendez au tournant? Les familles, je pense, un petit peu. Parce que, éducation différente, ils sont psy, Okay. et comment ils vont faire finalement. Et puis en plus de ça, éducation différente de celle qui avait été donnée. Donc, Oui, il y avait un peu ce truc-là, effectivement, on voulait que ça marche un peu parce que dans nos familles, c'est la première fois où vraiment, nous, on mettait en place une éducation non violente. Et du coup, il y avait un peu ce truc-là déjà, c'était notre premier enfant. Et on avait peu de modèles autour de nous qui montraient ça. Donc, c'était un peu de dire, mais si on est sûr, ça va marcher. Et après, tu te dis, on a nos propres doutes. Genre, est-ce que ça va vraiment marcher, quoi? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est ce qu'il faut? On a nos propres représentations qui viennent, tout ça. Et donc, c'est pas facile. Oui, et puis tu es confronté aussi que le fait que malgré que tu sois psy, c'est un métier qui est tellement pas reconnu encore que, en fait, tu sais, c'est comme si ça comptait pas. Parce que quand tu leur dis, mais en fait, je sais, j'ai étudié, j'ai lu des études là-dessus, je suis renseignée, je sais ce qui... Et en fait, tu sais, c'est comme si ça comptait pas parce qu'à ce moment-là, t'étais juste jeune mère, en fait. Ou jeune papa, quoi. Tu vois, côté psy, c'était pas trop quelque chose qui comptait et qui rentre en ligne de compte, en fait. Oui, et puis en plus, la parentalité, tout le monde est expert. Tout le monde a eu des enfants, donc tout le monde sait. Et déjà, sans même la parentalité, la santé mentale, tout le monde se dit un peu expert. Sur les réseaux, tout le monde fait un peu de la psychologie de comptoir, tu sais, c'est le truc un peu... Donc la parentalité, c'est level up, quoi, au niveau de ça. Même les gens qui n'ont pas d'enfants, non pas que avoir des enfants ou pas soit gage d'expertise pour moi, mais en fait, tout le monde a son avis à dire sur la parentalité, quelque part. Donc, non, mais c'est vrai, quand ça nous a confrontés un petit peu à tout ça... nous reconfronter aussi à nos propres modèles et à ce qu'on voulait faire et ce qu'on lisait, est-ce qu'il fallait adapter à notre enfant aussi, parce que pareil, encore une fois, il n'y a pas de méthode spécifique, ça n'existe pas. Donc on ne détend pas un secret que les autres n'ont pas. Non. Ouais. Et après, donc, c'est aussi protecteur à des moments, tu vois, quand on a des soucis pour le sommeil, des choses comme ça, on sait déjà où on peut se renseigner avec des choses de qualité, où on sait qu'on va pas faire n'importe quoi, et on arrive justement à faire cette analyse un peu de qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on fait mal ou qu'est-ce qu'il faut améliorer pour que les choses parce que on s'applique quand même nos outils. Après, voilà, on nous a aussi envoyé qu'on se posait trop de questions. Voilà, c'était mais vous posez trop de questions, d'être parent psy. Mais peut-être aussi, je pense, peut-être à des moments, effectivement, on se pose des questions que, oui, je pense que parfois on se n'ont pose pas. Trop de parce que le sujet, si tu veux, c'est que j'ai envie de te dire, est-ce que le fait pour vous de vous poser ces questions-là génère de la souffrance? Oui, voilà, en fait, non. Nous, on adore ça. Si vous posez des questions parce que vous aimez ça, mais que vous n'en souffrez pas, j'imagine qu'avec vos patients, c'est un peu pareil. C'est ça. C'est comme ce que tu expliquais en introduction, c'est ma foi, il y a des comportements chez des gens qui vont être problématiques, chez d'autres non. Si les gens ne souffrent pas, exactement. Et qui ne font pas souffrir les autres, bien entendu. Ouais, complètement. Voilà, quoi. Donc là-dessus, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de soucis. Et puis après, on adapte petit à petit. Et puis, ce qui nous a permis aussi de vraiment nous rassurer, c'est de dire que c'est pas un événement qu'on rate ou quelque chose qu'on va rater qui va poser complètement problème à notre enfant. Moi, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'il y a quand même eu des facteurs de protection de votre connaissance de la psychologie, de vous-même à vous-même. J'y reviendrai après peut-être dans le couple, ça pourrait être intéressant de voir si vous avez des outils à utiliser. Mais par contre, du coup, cette condition de psychologue et les questions que vous posez et tout, ça a plutôt posé problème, mais dans la perception de votre environnement en fait. Des familles, potentiellement du personnel médical. C'est là où vous avez eu le sentiment, en tout cas, que ça venait biaiser un regard qu'on posait sur vous. Je sais pas si fondamentalement c'était notre métier ou plus les choix éducatifs qu'on a fait. Je pense que comme tous les parents qui ont voulu faire des choix alternatifs, c'est plutôt ça qui a posé problème. Et c'est en ça où notre métier de psy nous a pas été un facteur protecteur face au regard critique et au regard jugeant des autres. Oui, il a juste été utilisé comme prétexte. Quoi. Voilà. Mais je pense que comme tout parent qui à un moment donné a voulu faire différemment, on s'est heurté à une rigidité de fonctionnement, à des principes et des préceptes qui répondaient à cette même rigidité-là et qui a été compliqué parce que pour le coup, c'est ce qui a eu le plus d'impact, nous, dans notre parentalité en fait. Là où ça a été un facteur protecteur, c'est que nous, on a des outils, qu'on a appris à être affirmés, qu'on s'est posé des limites, que
Donc ça, c'est une richesse qu'on a acquis, je pense, aussi de par nos métiers. Et donc, ça a été des facteurs protecteurs qu'on a pu utiliser, nous, face à ça. Par contre, ça ne nous a pas protégés De la vie, en fait. Parce que je pense que de toute façon, comme tout métier, en fait, aucun métier ne protège de la vie. Comme les médecins ne sont pas protégés des virus, bah, nous, en tant que psy, on n'est pas protégés de problèmes de santé mentale, en fait. Okay. Il y a cette légende urbaine aussi qui voudrait que c'est parce que vous avez des problèmes de santé mentale que vous êtes devenu psy. Et voilà. Ce qui n'est pas tout à fait faux. Ok. En fait. Non, mais en fait, genre, je pense pas que ce soit à cause de problèmes de santé mentale qu'on soit devenu psy. Après, les métiers attirent aussi certaines personnalités. C'est un peu horrible ce que je vais dire, mais c'est pas pour rien que on a des pros. Oui, j'allais pas du tout donner cet exemple. Pas donné ça. Mais bon, mais qu'il y a plus de pyromanes chez les pompiers, par exemple. Okay. Je pense que à un moment donné, la psychologie attire aussi des personnes qui sont amenées à se poser des questions sur la psychologie, soit parce qu'ils ont côtoyé dans leur entourage proche des gens qui avaient des problèmes de santé mentale, soit parce qu'eux-mêmes côtoient des problèmes de santé mentale. Après, il y en a, forcément. Mais c'est OK, en fait. C'est pas une généralité, effectivement. On va pas faire forcément psy pour se soigner en soi, quoi. Non. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où venait votre désir d'enfant, du coup, avec peut-être un recul que votre métier vous permet? Tu vois, on se pose beaucoup de questions, mais celle-là, on se l'est jamais posée. C'est mon métier, de poser ces questions-là. D'où est venu ce désir? Enfin, moi, pour ma part, j'ai toujours voulu être papa. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours voulu être papa? Pour moi, c'était logique. J'aimais les enfants, j'allais être papa. J'ai eu la chance je pense aussi, de voir des modèles de papa aussi autour de moi qui me donnaient envie d'être papa. Je me suis toujours vu papa. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà interrogé? Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens... Est-ce que vraiment j'en ai envie, genre par exemple? Ouais, j'ai envie d'être papa, mais en fait, pourquoi faire déjà, tu vois? Ouais. Pourquoi j'ai cette envie-là, tu vois? C'est une bonne question. Non, mais je crois que... Mathilde peut prendre le relais. Ouais, vas-y, parce que moi, c'est vrai que j'ai pas eu cette réflexion-là en soi. Moi, je me suis posé des questions par rapport à ça. Déjà, pendant très longtemps, parce que pour certaines craintes, je me disais, non, c'est pas pour moi. Je pense aussi que parfois le désir vient quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu as envie de construire ça. Moi, c'est ce qui s'est passé avec Loïc. C'était impossible pour moi d'imaginer faire un enfant avec quelqu'un qui ne répondait pas à 100% à mes valeurs, ne serait-ce qu'au niveau éducatif, etc. Donc toute la petite checklist, Loïc, qui coche toutes les cases. Franchement, ouais, en grande partie, okay. Clairement. Ouais. C'est quoi la checklist d'un mec avec qui te voit du coup faire des enfants? Le rapport que nous, on pouvait avoir tous les deux, parce que j'estime que si déjà, vis-à-vis de moi, dans la société dans laquelle on vit, tu es en capacité de m'écouter, de me respecter, de prendre en considération mes envies, mes ambitions, et que dans la façon dont on gère le foyer, il y a une égalité. En tout cas, je suis prise en considération en tant qu'être humain, finalement. Déjà, c'est plutôt bon signe pour la suite. Après, le processus de quelle éducation parentalité on a souhaité donner, ça a été énormément de discussions. On a construit ensemble. Mais on était en capacité de s'écouter et de discuter, ce qui est plutôt bon signe aussi. Et très vite, d'accord sur le côté non violent de l'éducation, donc ce qui était très important pour moi. Après, moi, je me suis aussi posé la question de est-ce que j'ai envie d'être maman parce que, de toute façon, en tant que femme, depuis ma naissance, on me dit que je serai mère? Ou est-ce que, fondamentalement, j'avais envie d'être maman? C'est une question que je me suis posée, c'est une question que je pose encore. Non pas parce que je pense pas ne pas avoir désiré ma fille ou rien à voir avec ça, mais parce que je pense que des fois, de toute façon, c'est difficile d'avoir cette réponse-là, en fait, parce que c'est tellement conditionné que, quelque part, oui, et en même temps, je suis OK avec l'idée que peut-être il y a une part du désir que j'ai pu avoir qui était conditionnée aussi, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la parentalité telle qu'on me l'avait vendue, j'ai jamais eu de désir pour cette parentalité-là. Toi, tu préfères la parentalité où on dort pas, où on dépense beaucoup d'énergie pour accueillir les émotions, où parfois on peut s'oublier. Oui. En tout cas, j'ai choisi... Ça te fait rêver. Ouais. OK. Voilà. J'ai vachement désiré la parentalité où j'allais pas être seule. Et tu l'as vécu pourtant un peu la solitude ou pas dans ta maternité? Oui, beaucoup. Comment tu l'as appréhendé cette solitude? Pas bien, je pense, comme toutes les femmes qui se retrouvent un peu seules. Et comment tu l'as solutionné alors? Si c'est solutionné.
Je l'ai solutionné en cherchant de l'aide, en fait, en m'entourant. En acceptant qu'il y avait les projets de base et il y a eu les projets qui ont pu être mis en place, quoi. Donc, en s'adaptant du mieux qu'on peut au vu de ce qu'on avait pour le faire, quoi, entre guillemets. Est-ce que quand on parle de solitude, ça veut dire que Loïc n'était pas présent? Ou est-ce que tu te sentais seul malgré? Parce que ça peut arriver qu'on se sente seul malgré le fait d'être entouré. Tu vois. Ouais, complètement. Non, il y avait plusieurs facteurs. Loïc était présent, mais présent comme il pouvait au vu du système qu'on avait. Okay. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un système politique qui ne permet pas au père d'être aussi présent que ce qu'il souhaiterait l'être. Ouais, je pense qu'il y a une part de regret même pour moi, tu vois, parce que j'ai pu prendre quand même, parce qu'on est libéraux, j'avais pu prendre un mois au départ. Je n'ai pas été présent autant que j'aurais aimé l'être. Et en plus, dans tous les domaines, que ce soit donc auprès de ma fille, auprès de toi, auprès de dans mon travail, c'était une période où effectivement c'est pas possible. Et en fait, on n'avait pas le choix parce que il fallait que ça tourne, il fallait qu'on vive. Et puis maintenant, en plus, on avait une responsabilité, on avait une petite fille. Donc c'était difficile, en fait, tout simplement, de pouvoir tout lier. Quand t'étais là. Il n'y avait pas de doute là-dessus et c'était pas ça. Mais en fait, malgré tout, t'es dans un système qui t'isole, quoi. De toute façon, en fait. C'est-à-dire que même quand tu as envie de bien t'entourer, tu finis quand même seul parce que les gens travaillent et parce que tout est organisé autour du travail. La société est organisée autour du travail. Et donc, moi, je me suis quand même retrouvée avec peu d'entourage présent. Et toi qui, au bout d'un moment, obligé, même si on adaptait les choses au maximum, de reprendre le travail, quoi. Donc, tu te retrouves quand même seul, en fait. Hein. C'est des périodes que tu oublies. Parce que après les choses passent, tout ça, mais je sais pas si t'oublies, tu vois. Non, mais tu ressens plus tout ça. C'est vrai, quand on en parle, je parle pas tout de suite de ça, mais c'est vrai que c'est des périodes hyper dures quand on est dedans, quoi. Et même si on a un peu la tête dans le truc et tu vas, c'est vrai que la parentalité, c'est pas serein, tout beau, tout tranquille. En fait, pareil, moi je pense qu'on remet souvent ça sur la difficulté de mener des parentalités positives et bienveillantes. Moi, je pense pas que la difficulté, elle se retrouve dans ce type de parentalité. Je pense juste que par contre, une fois de plus, on est dans des systèmes qui ne nous favorisent pas le fait de mener ces parentalités-là et que ce qui est compliqué, c'est pas tant le choix de ne pas violenter ses enfants, c'est plutôt le non-soutien autour. En fait, moi, je me suis sentie pas mal dans la sphère de 3, en fait, c'est-à-dire ma fille et mon compagnon, c'était pas nous 3 le problème, c'était l'extérieur le problème. En soi, dans la bulle, on rencontrait les mêmes difficultés que n'importe quel parent, mais les problématiques, elles venaient vraiment de l'extérieur, quoi. Toi, Loïc, quand t'entends ça, déjà, est-ce que tu te rappelles, toi, du coup, cette période que t'as peut-être occultée, parce que c'est vrai que on peut avoir tendance à oublier ou à se protéger peut-être aussi de ces périodes difficiles. Qu'est-ce que tu te rappelles de ce que tu as pu, toi, mettre en place? Déjà, est-ce que tu avais détecté cette solitude chez Mathilde? Et encore, tu vois, j'ai envie de te demander, est-ce qu'avec ton bagage de psychologue, est-ce qu'il y a eu des choses que tu as pu mettre en place pour l'aider, l'accompagner là-dessus? Ou est-ce que dans votre couple, peut-être que vous dites non, on va pas utiliser nos outils de psychologie? Si on les utilise. C'est peut-être dommage de s'en passer. La dispute, elles sont trop drôles en plus. Ouais, on va s'en parler. Ouais, trop drôle, on se tape des barres quand on se dispute. L'extérieur, c'est drôle. Ça a été une période difficile pour moi parce que j'ai fait face à des difficultés que j'avais. Donc moi j'avais beaucoup de mal à affronter le regard des autres et des choses comme ça. Moi j'étais très anxieux social, donc j'avais très peur du jugement, j'avais très peur de gêner, de pas faire comme il faut, de pas faire ce qu'on attendait de moi, des choses comme ça. Ça se traduisait comment vis-à-vis de ta parentalité? Et typiquement, je pense que ça a été une des parties compliquées parce que j'étais convaincu du choix que je faisais, et les autres moins, et donc il fallait réussir à imposer ça donc aux autres en disant en fait ça sera ça et il sera pas autrement. Et là, si je peux le dire facilement comme ça, c'est parce que j'ai fait beaucoup de chemin et que ça nous a ah tiens, ça m'émeut. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça en fait. Je suis là pour ça. C'est moi qui pose des questions d'habitude, c'est plus facile. On n'a pas l'habitude. Donc ça a été pas facile. En fait, je voulais pas faire de mal. De mal à qui? Personne. Ok. Et je passe mes journées à répéter que les évitements, c'est pas bon. Parce que éviter de provoquer nos émotions, d'être face à nos émotions, c'est pas une bonne chose. Et j'étais en plein dedans, donc je voulais pas faire de mal. Et à éviter le conflit, à éviter de m'imposer, justement, j'ai fait du mal. Ok. T'as fait du mal à qui? Je pense déjà à toi. Parce que
Il y a des fois où j'aurais pu plus te soutenir. À moi, parce que je me rendais compte de ce que j'étais en train de faire. C'est aussi ça aussi. C'est difficile parce que j'avais conscience. C'est mon métier, je me voyais faire. Mais c'est difficile de s'appliquer les choses quand on est fatigué, quand on est dans le truc, et tout ça, donc c'est pas simple. Et puis, j'avais peur de décevoir aussi mes parents. C'est bien que ça sorte. En fait, on n'a jamais parlé vraiment de ça. On est psy, alors c'est vrai qu'on est plus pudique pour parler de notre vie et qu'on le fait très très rarement. Non, mais j'avais peur de décevoir parce que j'ai reçu une éducation. Je suis très heureux de l'éducation que j'ai reçue et que j'ai été élevé vraiment dans l'amour et tout ça. Mais la notion de non-violence ou comment moi je l'investis, c'est pas ça que c'était la philosophie non plus de chez moi. Je pense que ça a été difficile pour mes parents de faire cette distinction entre il fait différemment, c'est pas parce qu'on a fait mal, mais juste parce qu'il s'est posé des questions et qu'il a envie de faire mieux, tout simplement. Et ça a été difficile en fait au départ pour eux et donc dans cet évitement du conflit, de pas vouloir montrer que c'était pas bien ce que je faisais ou des choses comme ça. Voilà, comme je disais, je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu beaucoup plus te soutenir et beaucoup plus m'affirmer. Et ça a été compliqué. Mais je sais pas, en fait, oui et non, parce que moi, j'ai toujours eu conscience qu'à ce moment-là, c'était ta difficulté à toi aussi. Et c'est pour ça qu'on a travaillé dessus ensemble et que j'avais conscience que, en fait, fondamentalement, j'ai toujours eu conscience qu'aucun comportement n'était mis en place pour me nuire. Et que c'était tes difficultés et que c'était comme ça, mais que je l'ai jamais pris contre moi, en fait. Donc, j'avais conscience de la difficulté et après, j'avais conscience aussi que, en fait, on s'est retrouvés à une période de notre vie où on s'est retrouvés en difficulté avec le corps médical et avec nos familles. Et donc, effectivement, on s'est retrouvés très seuls, de façon générale. Et toi, avec la reprise du boulot, parce qu'en fait, malgré tout, en fait, on n'avait pas le choix. À un moment donné, tu fais comme tu peux, quoi. De par tous ces éléments-là, je me suis retrouvée toute seule. Mais comme je pense, beaucoup de femmes, en fait. Qu'est-ce que tu ferais différemment, Loïc, si tu pouvais revenir là, à cette période avec le recul que tu as? Qu'est-ce que vraiment, si tu devais mettre 2 actions en place, si tu pouvais voyager dans le temps, aller voir ce Loïc là qui est en plein évitement de tout là, qu'est-ce que tu te dirais pour te dire attends, il y a juste 1 ou 2 leviers là que tu dois activer, ça serait lesquels et tu te le dirais comment? Revenir en arrière, ça m'aurait pas permis aussi de traverser tout ça et aujourd'hui d'être la personne que je suis, donc je pense qu'au final j'aurais pas envie de changer parce que je vois la finalité et que je suis fier de la finalité. Je pense que je me serais juste rassuré en disant t'inquiète, ouais c'est dur sur le moment mais ça va passer quoi, et tu le fais pour ta fille. Je crois que c'est ça qui a eu qui a été ton déclencheur en fait. C'est ça qui m'a aidé. C'est qu'un jour on a eu une conversation où je lui ai dit en fait c'est difficile parce que quand tu deviens parent tu changes de statut social. Il était fils de ses parents mais il était devenu papa aussi. Et donc il y avait cette bascule à faire entre s'opposer à pour protéger sa fille. Et c'est la phrase qui m'a fait beaucoup de bien, c'est ça. C'est je le fais contre personne, je le fais pour ma fille. Mais je peux que te rejoindre. Je vais ajouter ma touche personnelle. Moi, par exemple, pour les personnes qui savent ou qui savent pas, mon père, par exemple, ne peut pas rester seul sans ma présence avec mes enfants. Et quand on en a parlé, en fait, on parlait d'éducation. Mon père défend encore l'idée que crier sur un enfant, voire une gifle qui part, ça peut avoir une quelconque utilité. Et moi, je lui ai juste demandé en fait, de considérer autre chose, tu vois. Il refuse. Et en fait, je lui ai répondu, pas de problème. Mais par contre, du coup, tu pourras aller voir autant que tu veux, viens à la maison quand tu veux, mais toujours en ma présence. Moi, maintenant, je suis responsable de la sécurité physique, émotionnelle et affective de Sarah. Il est hors de question que je te laisse la mettre en danger. Et là, pour l'instant, dans ce cheminement-là, tu me rassures pas, donc c'est pas possible. Et lui, après, il a pris comme il a pris, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais tu vois, et c'est vrai que cet entourage, quand tu commences en plus à marquer tes limites, à te positionner, parce qu'en fait, là, tu sors aussi de ton rôle d'enfant. Tu passes dans le rôle de « mais je suis papa et je vais protéger les gens que je dois protéger parce que c'est mon rôle et peu importe ce que tu penses ». C'est vrai que ça peut changer. Moi, ça m'a vraiment motivé et c'est ce qui m'a permis de switcher et de terminer ce que j'avais commencé dans l'affirmation de moi-même, dans le fait de me confronter effectivement au regard, parce que je me suis confronté aux critiques, je me suis confronté à l'incompréhension parfois, et c'est ce qui a permis en fait que en fait les choses bougent. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a permis aussi que je s'avance dans le bon sens après et que ça aille mieux aussi, en partie. Non, Mathilde, on attendait une réponse. Pardon, j'étais dans mes pensées, je réfléchissais en même temps. Mais c'est vrai que oui. En tout cas, pour moi, c'est ce qui a permis qu'aujourd'hui, en tout cas, si on parle de tes parents, ce sont des grands-parents qui se sont extrêmement bien adaptés, qui sont épanouis aussi dans leur rôle de grands-parents, qui ont une relation
précieuses avec Lou qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'il n'y avait pas tout ça mis en place, et que ça a permis aussi de rééquilibrer tes relations avec eux. Et donc, en fait, c'est parfois difficile, mais dans la finalité, effectivement, ça a été pour eux et la relation qu'ils ont avec notre fille. Et dans la relation que tu as avec eux, je pense que dans tous les cas, c'était nécessaire. En fait, mais même pour toi. Mais je suis convaincu. En fait, oui, c'est ça. Mais là, c'est là où notre condition de psychologue nous a été hyper protecteur. Parce que ça a été de faire cette première analyse, tu vois, de dire là, regarde ça, ce que tu es en train de faire là, ton évitement, voilà les conséquences. Effectivement, à court terme, tu es en conflit avec personne. T'es pas jugé, il n'y a pas de souci. Par contre, à long terme, ça fracasse, en fait. Et j'ai pu toucher du doigt, en fait, ce que ça a fait d'aller m'exposer, d'y aller, en fait, d'oser traverser mes peurs. Et ça a permis, cette belle relation qu'il y a. Ça nous a protégés en tant que couple. Je pense que ça a été un facteur protecteur pour notre couple, surtout. Ouais, complètement. En fait. Ça m'a affirmé en tant que papa. Ça m'a vraiment permis de devenir papa, quoi. Tu vois, ouais, c'est ça. Je suis devenu papa. De switcher de cette position d'enfant 2 dans une relation filiale, tu n'étais que enfant 2. C'est ça, ouais, complètement. Potentiellement cousin 2, sœur 2, frère 2, on s'en fout. Enfin, sœur 2, non, mais. Sauf si tu m'as caché des trucs. mais c'est vrai que ce repositionnement, il n'est pas évident quand même. Ah non, c'était vraiment pas facile. Ça a été vraiment un long cheminement très difficile. Moi, je sais que, tu vois, encore une fois, je vais mettre un peu de personnel parce qu'il n'y a pas de raison que tu sois le seul à exposer comme tu le fais. Mais moi, je sais que sans ma thérapie que j'ai fait 5 ans avant de devenir papa, j'aurais sûrement été encore, tu vois, soit dans une recherche de reconnaissance de mon père, donc potentiellement en reproduisant les schémas pour qu'il me valide, tu vois, ou terrifié de la réaction de mon père si jamais je m'opposais à ce qu'il exprimait, tu vois. Il n'y a pas que mon père, c'est aussi une société. Hein, bien sûr. Je vous invite à lire ma BD Papa Sapiens pour comprendre pourquoi la place du père et de la puissance paternelle joue là-dedans, et que c'est pas que des sujets individuels. Mais c'est vrai que ce changement de statut n'est pas évident. Et bon, on a compris que c'était pas évident, que tu avais fait le chemin. Et toi, Mathilde, du coup, c'est un chemin que tu as dû parcourir aussi en devenant mère ou est-ce que ta famille, il y a eu plus de soutien Alors, non. Moi, j'ai fait face à un truc un peu compliqué qui a été que je me suis retrouvée à un moment où tout le monde s'accordait à dire que j'étais pas une bonne maman. Dans ton groupe familial? Pas que. Par rapport à des choix, par rapport à un allaitement qui s'est pas bien passé, par rapport à tout ça. Et ça, pour le coup, ça a été compliqué. On te disait les yeux dans les yeux, t'es pas une bonne mère? On m'a menacé de me signaler à l'ASE et on m'a dit des phrases qui... C'est même pas que ça laissait sous-entendre, c'est que t'as préféré ton allaitement à la santé de ta fille. On m'a dit des choses comme ça, quoi. Donc ça a été compliqué. Ce qui n'était pas factuellement le cas. Ah bah non. Non, mais pour l'auditoire qui ne vous connaît pas, oui, non, bien sûr. Tu vois, ça peut. Je dois te poser la question. C'est compliqué pour moi de dire ça parce que j'ai ressenti énormément de honte. Oui, mais ça t'a touché quand même, du coup. Ah bah ça m'a bien touché, ouais. Ces mots-là de personnes aussi proches, tu vois, même si tu sais pourquoi tu fais, puisqu'on se connaissait déjà à ce moment-là et je savais ce que tu traversais. Et bien entendu que tu n'as pas mis ton enfant en danger. Mais tu vois, c'est intéressant de voir que venant de ces personnes-là, avec l'attachement qu'on a, c'est ça qui fait peur aussi, je trouve, tu vois, dans la relation, c'est que les gens qu'on aime, l'amour finalement, c'est de la vulnérabilité. Et ces gens avec qui on est vulnérable ont un immense pouvoir sur nous et peuvent nous dire des mots comme ça et ça va nous toucher, même si on sait. En fait, t'es tellement vulnérable. Même si on sait à cette période, mais c'est ça. Tu vois. Et même si t'es psy et que tu sais, tu vois, que tu comprends ce qui se passe en toi, ben ça se passe quand même. Tu vois. Complètement. Cette période, elle a tellement été intense à tous les points de vue. Là, ce truc de signalement à l'ASE, machin, tout ça, faut savoir que ça a été le cas juste parce que j'ai voulu allaiter mon enfant. Hein. J'aurais donné un biberon, ça ne se serait jamais produit. C'est uniquement mon choix d'alimentation pour mon bébé qui m'a conduit à ça, parce qu'en France, on ne favorise pas l'allaitement. Mais moi, ça a été... En fait, ça a été la pire injustice de ma vie, ça. Moi, de mémoire, en plus, tu veux, de mon point de vue extérieur que j'avais, c'était que tu étais en grande difficulté avec ton allaitement, tu avais besoin de soutien. Tout ce que ce cercle-là faisait, c'était t'enfoncer, quoi. Et te dire que c'était de ta faute. Donc il faut savoir que ça a commencé parce que moi, grosso modo, j'ai eu un accouchement donc sans péridurale qui a duré 18 heures. Paix à mon âme. Je crois que j'allais crever. Mais ça s'est bien terminé. Okay. Bon, très bien passé. J'ai quand même fait une hémorragie de la délivrance, tout ça, mais... Toi, Loïc, ça va, ça s'est bien passé ça a été un moment... Sans danger ni pour notre enfant, ni pour toi. Oui. J'ai accouché en plateau technique dans une maternité et à peine je suis sortie. En fait, il faut savoir que ma fille est sortie assez petite
Et à peine je suis sortie, on m'a dit oula, va falloir lui donner un biberon à cet enfant, va falloir la compléter au lait artificiel. Ce à quoi j'ai répondu, peut-être que déjà je vais essayer de la mettre au sein et après on verra. Et en fait, ça a été le premier point de rupture avec l'équipe soignante. Okay. C'est que notre fille était petite. Après, je pense que j'ai fait un bébé à mon gabarit, mais elle était pas dans les courbes, mais elle allait bien. Enfin, je veux dire, à part ce petit poids. En plus, elle était. Pas petite, elle faisait pas. C'était pas un gros poids, quoi. À part ce petit poids, elle allait très bien. Je veux dire, tous les examens autour, il y avait rien du tout, quoi. Et le truc, c'est que du coup, déjà, à la maternité, ça s'est pas super bien passé parce que on a été quand même assez infantilisés, qu'il y avait des choix qui étaient pas bien entendus. Le fait qu'on voulait pas la baigner, lui faire prendre le bain à la maternité, ça a été compliqué. Je pense que le fait qu'on ait fait un accouchement physio, je sais pas, ils se sont imaginés que j'ai accouché avec des plumes de pain dans le cul et que j'ai fait, je sais pas, des gens. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils se sont imaginés. Voilà. Ils se sont imaginés que, je sais pas, j'étais. Voilà, je sais pas, ils se sont imaginés des choses, mais au point où, c'est-à-dire que derrière mon dos, ils sont allés voir Loïc en lui disant. Par rapport au petit poids de Lou. Excusez-moi, monsieur, mais est-ce que votre femme a bu pendant sa grossesse ou est-ce qu'elle a pris des antidépresseurs Donc déjà, ça a commencé comme ça. Chaud. C'est-à-dire que derrière mon dos... Et toi, ils t'avaient jamais posé ces questions? Ils m'ont pas posé la question en face. Non, parce qu'après, ceux qui te posent d'abord à toi ces questions-là et qu'après ils aient un doute, qu'ils interrogent Loïc, bon. Non, mais en fait, pourquoi pas, tu vois. Factuellement, il n'y avait pas d'alerte. Ouais, elle était petite, mais en fait, elle était dans la moyenne basse, mais elle était dans la moyenne quand même. Et donc il n'y avait pas de raison en soi d'inquiétude. Elle est très bien, ouais. Oui, puis de toute façon, l'essentiel, donc je parle sous surveillance de toutes les personnes en néonat et en périnat que j'ai interviewé. En soi, en fait, ce qui est important, c'est surtout la prise, le développement du courbe. Le développement était très bon. C'est le développement du courbe dans les jours et dans les semaines qui suivent. C'est ça le sujet. Mais son développement était bon et mais voilà, en fait, il y avait une méfiance vis-à-vis de moi que j'ai pas compris et que je pense qu'il venait du coup de mon style d'accouchement parce que je vois pas d'autres trucs et le fait que je voulais l'allaiter, je te jure que je comprends pas d'autres facteurs qui auraient pu influencer ça, et hormis le fait qu'on posait des questions et qu'on n'était pas d'accord entre guillemets avec tout, notamment le bain à 2 jours on posait les questions en fait parce qu'on aime bien comprendre, savoir, etc. et voilà. Mais du coup, il y a eu ce premier truc-là avec une pression énorme sur l'allaitement. Ils ont voulu mettre des bouts de sein. Ils ont regardé la bouche de notre fille en disant super, il n'y a aucun frein. L'histoire nous racontera qu'en fait, elle en avait 2. Bref, en fait, ça a été un peu la cata cette mater. Puis c'était pendant la période Covid. On était enfermés dans 9 mètres carrés, dans des conditions vraiment compliquées. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée de mon accouchement, il était 23h. Ils nous ont servi un seul plateau repas pour 2. On n'avait pas mangé depuis la veille. Ça faisait plus de 18 heures qu'on n'avait pas mangé, un seul plateau repas parce que on n'avait pas prévu quoi pour Loïc. Déjà tu rentres dans la parentalité dans des conditions on sait que tout ça c'est des facteurs de risque pour déclencher des dépressions du post-partum, des choses comme ça, c'est-à-dire que t'as une équipe soignante qui te fait pas confiance concrètement et même on te donne pas à manger, genre. On n'avait pas assez à manger pour nous deux. On pouvait pas se faire livrer à manger. Et puis c'était des choux de Bruxelles. Voilà. Pour toutes les conseillères en lactation, tout le monde sait que les choux de Bruxelles, pour premier repas de bébé, c'est pas l'idéal. Mais c'est OK, les choux de Bruxelles. Je les ai mangés parce que j'avais pas le choix. Puis j'avais faim accessoirement aussi. Mais donc ça, et en fait, à un moment donné, sachant que nous, on avait une sage-femme qui venait nous voir, c'était du coup la sage-femme avec qui j'ai accouché, avec qui c'était super, elle allait venir me voir à la maison, tout allait bien, etc. Et donc, au bout de 3-4 jours, j'ai demandé à sortir parce que je n'en pouvais plus et que j'étais en train de crever dans cette maternité. Et j'ai demandé à sortir au pédiatre qui m'a dit écoutez, Madame Bessé, vous n'avez pas l'instinct maternel. Vous ne l'aurez que dans 3 mois. Ah d'accord. Genre dans 3 mois, je vais me réveiller un matin, je vais me dire tiens, trop bizarre, l'instinct maternel me vient. C'est déjà chaud qu'un pédiatre te parle d'instinct maternel. Désolé, mais c'est alors pour les mais parce personnes... que pour lui, en fait, t'avais pas d'instinct maternel avant 3 mois. Voilà, mais déjà. Au-delà de ça, si tu veux, c'est que l'instinct maternel, c'est une construction sociale. Oui, on est bien d'accord. Je renvoie l'auditoire à l'épisode avec Ingrid Baillot sur le sujet pour comprendre que quand on parle d'instinct maternel, on parle d'une construction sociale, mais qu'après, dans la culture et l'histoire des personnes, il peut y avoir des facteurs physiologiques et de pratiques qui sont favorisants, mais c'est tout quoi. C'est quand même déjà lunaire, je trouve. Non mais Dixit par un mec qui n'accouchera jamais. Aussi, oui. Et qui non mais tu vois, c'est-à-dire voilà quoi.
Et Voilà. lui, c'est un vrai docteur. Voilà, mais lui, Ah, c'est pas un un vrai docteur de la pédiatre, tête, quoi, d'accord. tu vois. Donc, Dixit par le pédiatre, et en gros, je lui dis, mais en fait, on a quelqu'un à la maison, enfin, je finis par lui dire, mais signez-moi une décharge, je me sens pas bien, en fait. Je lui exprime bien le sûr. fait que je me sens pas bien ici. Et il me dit, en fait, c'est très simple, Madame Bessé, si vous voulez sortir, je vous signale au procureur de la République pour mise en danger d'un enfant. Super. Et il a fait. Et donc, là, je On me n'est suis pas sorti. effondrée. On n'est pas sorti, du coup. Et en fait, c'est le chef de service, C'est le ouf. gynécologue à l'époque, qui a fait Il a été en super. sorte Ouais. qu'on sorte, en fait, parce qu'il a dit, mais là, c'est n'importe quoi. Il a repris le dossier en disant, mais attendez, là, Et je comprends pas. je Là, qu'est-ce comprends qui pas se pourquoi passe vous la gardez, en fait. Il y a rien, il se passe rien, genre. Mais en fait, moi, ça a été mon premier truc. C'est-à-dire que je me rappelle, j'avais... Tu commences ta Ma maternité fille, par une menace de t'enlever ton enfant. exactement. En fait. Oui, J'avais... clairement, c'est euh, ça. Clairement, c'est ça. Enfin, il n'y a pas d'autre terme. Ouais. J'avais ma fille qui tétait, enfin tétait avec des guillemets du coup. Bon, elle avait le dalle et tout ça en plus, hein, mais bon, elle tétait quoi. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit parce que là, vous avez la sensation qu'elle est en danger. Je me suis dit, c'est pas possible. Enfin, là, t'as la sensation qu'elle est en danger, genre. Je suis en train de la nourrir, elle est dans mes bras, tu vois. Bon, premier truc, tu vois. Comment tu te sens, toi, à ce moment-là, quand même? Parce qu'en tant que mère, en tant que femme, t'as quand même quelqu'un qui est une figure d'autorité qui te dit. Parce que là moi, quand tu racontes ça, si tu veux, je me dis, ah, putain, Mathilde, elle a accouché il y a 3-4 jours. Et elle manque pas d'aplomb, si tu veux, face à un docteur. Ça demande quand même une certaine force de caractère, là. Franchement, je sais pas. Ouais, Mais. C'est Préparé. peut-être ton instinct maternel. Hein. Ouais, Non, mais peut-être. on s'était préparé à ça quand même. Après, Ah je ouais savais. Ouais. Je crois que Ouais. je m'étais préparée à vivre des choses pas cool. Mais parce qu'on a des récits, en fait. Enfin, moi, j'ai En fait, c'est ça. accompagné Oui, des c'est ça. patientes Oui, qui bien ont sûr. accouché. On savait. Et donc, je sais comment ça se passe, en fait, à l'hôpital. Et je reçois aussi des soignants et des soignantes. Et donc, je sais dans quel système ils sont et dans quel mal-être ils sont et dans tout ça. Et tu vois, je veux dire, individuellement, à part ce pédiatre, je ne blâme personne. Non, parce qu'à un moment donné, tu choisis tes mots. Enfin, merde. Non, bien sûr. Mais je sais, tu vois, qu'il y a des choses qui ont été faites parce que il fallait les faire et que les gens ils sont pressés et qu'il n'y a pas les moyens. Enfin, je veux dire. Oui, il y a quelque chose de structurel. quoi. C'est ça, Exactement, en fait, moi j'ai très Bien conscience de ça. Je crois que je m'étais un peu préparée au fait qu'on vive des choses pas cool. Par contre, je pensais pas atteindre ce level-là quand même, Mhm. pas te mentir. Puis on a cette connaissance, donc on a quand même cette sensibilité à ça, donc on repérait aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui ça leur passe au-dessus, et puis voilà. C'était important pour nous en fait juste qu'on puisse nous éclairer sur les soins qu'on allait nous apporter. C'est vraiment ça qu'on demandait. Tu veux faire quelque chose, il n'y a aucun souci. Enfin, nous, voilà, mais explique-moi alors, pourquoi tu fais ça, Mhm. pourquoi tu viens prendre mon enfant et pour le piquer, pourquoi tu m'administres ce truc, pourquoi tu... Juste Ben comprendre, voilà, quoi. dis-moi. Ok. Mais du coup, on s'est retrouvés, nous, à faire de l'alliance thérapeutique avec les C'est soignants ça. de l'hôpital. Arrivé. À essayer de préserver les relations, genre. Pas l'inverse. Ce qui vous met pas dans une position Bah non. où vous deviez être. Et donc vous sortez de là. Et donc on sort de là. Et les premières semaines se passent comme des premières semaines avec bébé à la maison. Notre sage-femme vient. On fait les rencontres avec plus ou moins toutes les familles. Mais j'ai déjà des difficultés avec l'entourage, quoi. Des trucs classiques on comprend pas pourquoi notre fille ne passe pas de bras en bras. On comprend pas, des choses comme ça. Moi, je suis une femme et je suis mère, donc forcément, j'ai des remarques à tire-larigot sur tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, pense à faire ceci. Oui, bon, d'accord. Mais parentalité classique au vu du système dans lequel on est, pareil, genre là, pas plus. Et puis, on a notre premier rendez-vous chez le médecin. Rendez-vous qu'on détermine avec une médecin qui est le médecin de famille de la famille de Loïc, qui du coup connaît sa mère, son père, son frère, sa sœur, son grand-père. C'est Elle ça. connaît Loïc depuis qu'il a 12 ans. Ouais, Voilà. vraiment, ouais, c'est ça, elle m'a vacciné. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment le médecin de famille, quoi. Et on se j'ai- dit, avec ce qui nous est arrivé, pas de risque. Enfin, c'est quelqu'un qui nous connaît, Qui est humaine, qu'on qui est connaît, humaine, zéro risque. Premier donc rendez-vous, ma fille n'aurait pas pris assez de poids et donc le conseil qu'on me donne c'est il faut arrêter l'allaitement. Ce à quoi je dis c'est bizarre parce que moi j'ai du lait et donc s'il y a un transfert de lait qui se fait pas, c'est qu'il y a un problème. Et puis, pas assez de poids. Pareil, c'était sur une estimation la plus haute. Sa courbe était normale. Parce que Il y a quand pas de on cassure de Il n'y a pas de courbe. problème. Mais elle Parce que ça, on a estimait eu qu'il n'y avait le- pas assez de voilà. poids de prix. On a eu la confirmation d'ailleurs après avec le médecin qui a repris tout ça. Oui. Il n'y avait pas de souci. Mais quoi. bon, en tout cas, moi, le seul conseil qu'on me donne, c'est le problème, c'est l'allaitement. Et sauf que moi, j'étais ultra renseignée sur l'allaitement parce que j'avais tellement envie de l'allaiter
Pour moi, c'était logique comme alimentation, quoi. Je me voyais pas ne pas l'allaiter, quoi. C'est comme ça. Et donc, je savais, parce que je m'étais renseignée, que j'avais vu une conseillère en lactation avant mon accouchement, etc. Je savais que si bébé ne prenait pas suffisamment de poids, c'est qu'il y avait peut-être un transfert de lait qui ne se faisait pas, mais en tout cas que ça ne venait pas de ma lactation. Et effectivement, ma lactation, pour l'instant, était OK, etc. Donc, la seule chose qu'elle me dit, c'est lait artificiel. Ce que je refuse en lui disant, mais je pense qu'il y a autre chose, en fait, il faut peut-être explorer autre chose. Donc, je dis à Loïc, manifestement, elle s'y connaît pas. Donc, on va aller voir une autre pédiatre. Et donc, on choisit une autre pédiatre. Et cette autre pédiatre me dit, je pense que votre fille, elle a un cancer du sang ou une mucoviscidose. En se basant sur quoi? Elle dit sur le poids. Ça marche pas, elle prend pas de poids, donc tout allait bien, tous les autres signes, les îles moteurs, tous les réflexes, tout ça. Ah, mais par contre, c'est sûr. Mais là, vu la taille de votre poitrine, vous avez du lait, c'est sûr. D'accord, tu t'y connais pas non plus, du coup, visiblement. Ok. Et donc, elle nous dit, on va faire toute une série d'examens. Donc, on nous dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où on nous dit, voilà, c'est soit le cancer, soit donc, la mucoviscidose. Et donc, prise de sang à faire sur un bébé de 2 mois et demi. Je te laisse imaginer le truc. Elle repart 3 semaines en vacances. Et elle se barre 3 semaines en vacances. Et elle nous laisse avec une prise de sang, des résultats pas interprétables et pas interprétés plutôt. Donc, c'est là qu'on voit la conseillère en lactation qui nous commence à nous parler des freins, sachant que moi, je parle des freins à la pédiatre qui me dit que ça n'existe pas. On voit une ostéo, on voit ta femme. Accessoirement aussi. Il y avait une kiné aussi. Une kiné, voilà, je veux dire, elle est prise en charge. On avait énormément de rendez-vous, ouais. Et donc, j'ai fini par envoyer un message de supplication à Noëlla. Docteur Rajonson, tu veux dire? Voilà, Docteur Rajonson. De supplication? Oui, en fait, je lui ai envoyé un message désespéré en mode pitié, est-ce que tu peux ausculter ma fille En fait, moi, je suis sûre qu'elle a des freins et qu'on lui a pas détecté et que c'est pour ça que j'ai une baisse de lactation et que la prise de lait ne se fait pas. Et en fait, du coup, Noëlla a regardé notre fille et il s'avérait qu'elle avait 2 freins et que donc j'avais raison depuis le départ. Pour les personnes qui nous écoutent, je vais juste me permettre de dire un truc sur ce sujet-là, en restant quand même à ma place, mais le sujet des freins restrictifs, tout ce que je veux dire aux gens, c'est que beaucoup de gens mettent beaucoup de choses sur le sujet des freins restrictifs. Attention, c'est pas ce qu'on est en train de dire, c'est juste que dans certains cas, ça peut en effet entraîner des complications du processus de succion qui va installer une succion réflexe qui va être faussée, par exemple. Lou, d'ailleurs, elle a été vue à quelques mois quand même. C'était assez avancé quand même. 3 mois, 3 mois et demi, 3 mois. Donc la succion réflexe, en fait, est déjà mise en place et de manière donc non efficace. Et voilà, je précise ça pour les gens, juste que n'allez pas croire que des freins restrictifs sont responsables de tout, de tous les problèmes de tout le monde, parce qu'on peut lire ça sur les réseaux. C'est pas le sujet. C'est pas le cas. Faites comme Mathilde et Loïc, faites un parcours de soins. En fait, c'est ça. Avec des gens. On a tout ça, ça aussi, c'est le. Parce qu'il n'y a pas que Noëlla qui vous a dit des trucs. Non, bien sûr. Non, en fait, c'est ça. Il y a eu la conseillère en lactation. Et ça, nous, on est profondément scientifiques dans nos pratiques, donc on a été profondément acquis à la science et à la médecine dans notre parcours. Donc, on n'a jamais vu des personnes qui faisaient des pratiques obscures ou quoi. Ça a toujours été kiné, le conseiller en lactation qui était sage-femme, et après, donc, enfin, un médecin. Un conseiller IBCLC, enfin voilà, on a vu des gens. Mais par contre, on a été vraiment choqués du fait que, par contre, la pratique de pédiatrie ne se basait plus sur des faits scientifiques et sur des recommandations. Et c'est ça qui était dramatique, en fait. C'est que là, vraiment, tout ce que je raconte, parce que du coup, bien évidemment qu'après, je veux dire, on a mis un DAL en place, bien sûr qu'on a supplémenté, la question ne s'est pas posée. La santé de notre fille, elle a toujours été primordiale. Simplement, ça là, ce parcours qu'on a là, si je n'avais pas allaité, nous ne l'aurions jamais eu. Jamais. Jamais. Non, en fait, on n'aurait jamais eu autant de méfiance à notre égard si on avait donné un biberon. Mais à quel moment il y a un signalement qui intervient quand tout allait mieux. Ouais. En fait, vous avez fait une fréno. Donc on fait la fréno. Ouais. On fait la rééducation. Effectivement, on reprend direct beaucoup plus de poids. Tout va bien. On l'a complémenté d'ailleurs à ce moment-là parce que en fait, les gens qui nous suivaient régulièrement nous ont dit là, on complémente. Parce que, moi, je tirais mon lait. J'ai fait une relactation. Je tirais mon lait toutes les 45 minutes, même la nuit. Ça s'est passé sur 1 mois et demi, en fait, tout ça. Donc tout repart tranquille. C'est la période, donc on disait tout à l'heure, moi j'ai repris le travail, on est dans le dur. On a 4 rendez-vous médicaux par semaine. On a 4 rendez-vous, je travaille énormément. Je suis toute seule. Lou est petite, fatigue. Mais ça y est, tu vois, enfin, tu vois. Mais on sort la tête de l'eau. Lou est nickel, tout va bien. Et vous avez été écouté, si je peux me permettre. Et voilà. Ah oui, parce que, c'est là où on rencontre ce pédiatre aussi. On rencontre un pédiatre. Qui nous dit, mais
hyper. Juste un vieux pédiatre. Tu sens qu'il n'était pas habitué à rassurer. Il nous avait un peu en détresse. Il dit non, mais vous avez très bien fait. Tu sais, il nous le dit Vous un êtes peu des genre. bons parents. C'est des bons parents. Ça m'avait touché. On a pleuré dans son cabinet. Vous êtes des bons parents. Et il nous dit en fait, il y a 2 signes à regarder, baisse de lactation, problème de succion. Il n'y a pas à se poser plus de questions, c'est les freins. Il dit ces 2 signes, il faut absolument regarder ça. Il nous regarde la langue. Enfin bref, génial quoi. On revient enfin en confiance, on est tranquille. Et en fait, il faut savoir que la première médecin qu'on avait vue, qui m'avait demandé d'arrêter l'allaitement, la médecin de famille, celle avec qui on avait vraiment confiance, etc., tout au long de ces mois, envoyait des messages à Loïc pour savoir comment elle allait. Et Loïc répondait la plupart du temps. Et en fait, il y a une fois où il n'a pas répondu. Bah, c'est sur 3 semaines en fait. Là, on était dans le tunnel de. On était. On a fait. Non, mais on avait des vies de. Non, on a fait Bordeaux. Furieux, moi, j'ai repris à. Je sais plus combien de patients par semaine, les 4 rendez-vous. Je répondais pas à ma mère, donc j'allais pas répondre à mon médecin de famille comment ça va. Puis en soi, on ça. lui devait plus de compte. Enfin, je veux dire, on lui avait dit qu'on avait changé de médecin. Enfin, voilà. Dans un parcours de soins. Ouais, exactement. Donc on avait changé, voilà. Sauf que là, une fois, il lui a pas répondu. Et en gros, un jour, on reçoit un texto. Bonjour, juste pour vous prévenir que sans réponse de votre part, je vous ai signalé à l'ASE. Bon. Voilà, par texto. Et là, tu reçois une lettre dans ta boîte aux lettres. Information préoccupante sur votre enfant par la protection des services de l'enfance, enquête sociale. Et là, t'es 2 psys. Et là, du coup, la psy, c'est protecteur. Là, c'est terrible. Là, t'es 2 psys. Tu te démènes pour que les choses se passent bien. Tu romps. Parce que bon, après, voilà, avec l'idée de violence et des choses comme ça, où, tu vois, et t'as ça, et tout va mieux. T'as enfin trouvé, t'as une équipe géniale autour de toi. Et heureusement qu'on l'a eu d'ailleurs. Et là, bam, t'as ça qui te tombe dessus, quoi. Moi, il faut savoir que j'ai eu 0 soutien du coup de ma famille et que. Il y a même des gens avec qui il n'y a plus de lien du tout parce que j'ai pas du tout eu une éducation sans violence, bien au contraire. Et donc moi, ma phobie, c'était de reproduire auprès d'elle. Ma phobie, c'était d'être une mauvaise mère en fait. Et moi, mes parents ont jamais été inquiétés de quoi que ce soit par rapport aux violences qu'ils m'ont faites. Et moi, je me retrouvais à essayer de faire au mieux avec elle et à lui donner vraiment... à l'accompagner, etc. Et de recevoir cette putain de lettre, quoi. Ça... d'une personne qui n'a... C'est-à-dire qu'au-delà du fait que ta famille te dit que t'as une mauvaise mère, le système te dit que t'as une mauvaise mère. Mais là, c'était la fin des haricots, quoi. Enfin, tu vois, moi, je me suis fissurée de l'intérieur, en fait. C'est-à-dire que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Et à ce moment-là, du coup, comment vous vous remettez de ça ? Bah, chaud, hein. Ouais. Franchement, moi... Chaud cacao, d'accord, mais... premier truc, c'est que... Déjà, j'ai envie de te dire, est-ce que vous êtes vraiment remis de ça ? Non. Tu vois, voilà, posons les choses clairement. Non. C'est ça le sujet. Ouais, toi, c'est encore difficile quand on en parle. Putain, c'est le podcast de la chialade, quoi. C'est un enfer. Non, je rigole. C'est ok, les émotions. D'accord. Non, en fait. C'est pas remis, tu vois. Ok. C'est en cours. Mais moi, pendant plusieurs mois, moi, j'ai fini par croire que j'étais une mauvaise maman, quoi. Et tu l'es pas. Pendant longtemps, quoi. Est-ce que tu arrives à dire que t'es une bonne mère maintenant ? C'est compliqué. Toi, c'est parce que t'es encore là-dedans. Moi, j'ai aucun doute. J'arrive à me dire que je fais de mon mieux, mais... T'es une merveilleuse maman. Oui, mais jamais j'aurais sauté une fois. Est-ce qu'elle arrive à... Mais toi, oui, je comprends. Est-ce que t'arrives à verbaliser, de dire « je suis une bonne mère » ? J'arrive à verbaliser que je fais de mon mieux et que quand je regarde autour de moi et même moi, ma vie, etc. Oui, franchement, je me dis que ça va. J'ai des biais, quoi, je le sais. C'est-à-dire que le nombre de fois où je fais des choses avec elle et que j'ai des pensées intrusives qui me disent « t'es nul ». Si t'avais une patiente qui te racontait cette histoire, il y aurait du taf, quoi. Et tu commencerais pas à dire quoi ? Non, mais que en fait, au contraire, qu'avec tout ce qui s'est passé, c'était pas évident de tenir le cap et que surtout, la finalité dans tout ça, c'est que j'ai la conscience que j'avais raison, tu vois, et que c'était injuste. Ça, je le sais. Que vraiment c'était pas ok et que parce que ce qui nous a aussi permis ça, c'est que le médecin qui nous suivait a direct fait un courrier à cette médecin en disant que c'était notre sage-femme a appelé la médecin qui nous a signalé en disant que c'était une grosse folle, quoi. Et la okay. Pour la vraiment elle était et moi-même super. Et puis ce médecin a été 40 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Il a été ça nous a fait du bien. J'ai failli porter plainte contre cette femme pour abus de pouvoir parce qu'en fait il faut savoir que je l'ai appelée quand j'ai reçu ce texto et que je lui ai dit
mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi t'as fait ça en fait ? Et elle me dit, j'avais pas de nouvelles. Je lui dis, Loïc ne t'a pas répondu, mais j'ai dit, mais t'as jamais cherché à me joindre. Je dis, c'est moi qui suis en congé maternité, c'est pas Loïc. Loïc, il a repris le travail. Je dis, c'est moi, pourquoi t'as jamais cherché à me joindre ? Et elle m'a dit, parce que c'était plus simple, c'est lui que j'avais dans mon répertoire. Je dis, c'était plus simple que de nous signaler à l'ASE, sans déconner. Non, mais et là, je suis devenue, mais j'étais tellement en colère. Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte de ce que t'as fait, c'est grave. En plus, moi, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance, donc je la connais, la protection de l'enfance. C'était d'une injustice, et j'avais honte, ça m'avait vraiment sorti de moi, quoi. Et le pire, c'est que je lui ai dit, mais comment t'as pu nous faire ça ? J'ai dit, je savais pas que t'avais envoyé un message à Loïc et qu'il t'avait pas répondu. T'aurais dû m'appeler. Et elle nous a répondu, je savais pas que vous communiquiez pas dans votre couple. Oh. Non mais c'est chaud. Elle est pas psy par contre. Non. Ah non. Voilà. Ok, bon, tout ça est très difficile. Pour revenir sur le sujet du statut de psy et tout, on a dit que ça vous avait aidé dans votre couple. Justement, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place ? Quels outils, vraiment très concrètement, vous avez mis en place dans votre couple ? Alors, bien entendu, j'imagine qu'il y a des capacités d'écoute qui sont inhérents à votre je pense que mais est-ce qu'il y a vraiment des outils que vous avez mis en place, soit pour communiquer, soit pour vous soutenir ? Dis toujours, je crois pas au destin et des choses comme ça. Je crois que quand même entre nous, c'est pas très scientifique le destin. Et moi, j'ai toujours, moi, ça a toujours été une évidence, tu vois, d'être. T'as vraiment la chiale dans ce podcast, je vous jure. Non, mais toi, ça a toujours été une évidence pour moi, tu vois. C'était, je l'ai su direct. #love. Donc je pense qu'on a déjà un truc fort entre nous qui fait que ça nous a protégés. Ouais. On est restés quand même super soudés, quoi, malgré tout. Tout le temps, ouais. toujours. À se comprendre, en fait, à comprendre vraiment. Même dans l'épuisement. Mais après, il y a eu des prises de bec. Parce que c'est ça. Il y a eu des prises de bec. Il y a eu une irritabilité. Ah, mais si, mais comme tout le monde aussi, clairement. C'est bien abonné, ça, il n'y a pas de. Oui, ça c'est sûr. Comme tout le monde. Non, mais après, concrètement, ce qui a été mis en place, c'est que. Moi, j'ai repris le travail plus tôt que prévu. C'est-à-dire que je suis allée voir mon amie qui est aussi directrice d'une crèche dans laquelle elle devait être. Et j'ai avancé en fait son entrée en crèche, qui est une micro-crèche qui correspondait à nos valeurs, etc. Pas de beaucoup, mais voilà, elle y allait que quelques heures par semaine. Mais voilà, j'ai eu besoin de ça en fait pour avoir du relais, tout simplement. Et donc, j'ai repris le travail comme ça, tout en maintenant un tir-allaitement à côté, parce que du coup, j'ai tir-allaité jusqu'à 7 mois. Notre fille n'a jamais pu téter, quoi, en gros. Même après tout ça, ça n'a pas été possible. Après, on a bien fait de le faire parce qu'on sait que pour le sommeil, c'est mieux et que dans tous les cas, il fallait le faire. Enfin, je veux dire, on ne l'a pas fait uniquement pour l'allaitement. Après, j'ai réussi à tir-allaiter jusqu'à 7 mois. Mais par contre, je pense que j'ai fait vraiment un gros épuisement. Enfin, j'ai été épuisée. Et je suis allée consulter aussi pour ces trucs-là. Parce que. T'es allée voir un psy ? Ouais. Oh. Je suis allée voir 2 psys même, qui ont été nécessaires aussi parce que, voilà, en fait, tout ça et au même moment, les liens avec mon père qui ont été rompus. Il s'est passé tellement de choses. Ouais. Et en fait, vraiment, de toute façon, l'arrivée d'un enfant dans une famille, ça fait l'effet d'une bombe. En fait, ça remet un peu les rôles en perspective, ça remet en place... ça vient... Ça met aussi en évidence de dysfonction. Exactement, qui existait déjà. C'est pas la faute de l'enfant, mais juste... Parce que moi, si tu veux, je veux pas que les gens qui nous écoutent pensent que dans toutes les familles, ça se produit. Il y a des familles qui sont fonctionnelles. Clairement. Et l'arrivée d'un enfant, ça peut être une grande fête. Il peut y avoir beaucoup de soutien. Clairement. Tu vois, je veux dire, c'est ça aussi. C'est juste que ça met en exergue des dysfonctions qui étaient déjà là, avec lesquelles on composait. Peut-être des choses qu'on évitait et tout à coup en fait on peut plus éviter. Et puis toi dans ta famille c'est ce qui se passe maintenant et ça a mis du temps mais la finalité elle est là et de ce côté-là franchement ça a été super. Et de toute façon si vous aviez j'aime pas trop le mot conseil et tout, mais si vous aviez quand même une astuce pour les parents, futurs parents, jeunes parents qui sont en difficulté, qui nous écoutent, alors mis à part celle que moi je donne souvent, c'est allez consulter si vous avez besoin, bien entendu. Je vois que Mathilde fait un peu la moue, alors peut-être parce qu'il n'y a pas tout le monde, c'est ça ? Non, parce que moi, le premier conseil, en fait, dans ces moments-là, c'est que oui, il faut s'accorder le temps d'aller voir quelqu'un, en fait.
Si Ah oui, vraiment donc, c'est trop compliqué. Moi, c'est ça le conseil que j'aurais donné. C'est pour ça que j'ai fait ça, parce que je réfléchissais en même temps. Mais Oui, mais quand tu poses cette question, c'est que si on traverse des moments de galère ou à l'arrivée d'un enfant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah ouais, globalement, est-ce que déjà il y a des choses qu'on peut mettre en place en prévention? Et je parle vraiment du côté santé mentale. Oui, ok. Ouais. Là, je m'adresse vraiment aux psy scientifiques que vous êtes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place en prévention? Oui. Ouais. Et après, quand on constate des difficultés, notamment de santé mentale, de sentiments de solitude, d'isolement, peut-être de pensées intrusives, même si on sait qu'elles sont tout à fait normales. Je pense aux phobies d'impulsion et tout. Par exemple, mon enregistre sur un postpartum de 4 mois, je suis très fatigué. J'ai des phobies d'impulsion et c'est pas une honte et c'est pas grave. Et c'est normal. Et au contraire, ça montre que mon corps réagit, que mon esprit réagit. Qu'est-ce qu'on peut mettre en prévention au niveau de la santé mentale, j'entends. Et quand on voit que ça commence à pas aller bien, qu'est-ce qu'on peut faire rapidement? Je pense qu'il faut parler. Je pense qu'il faut parler de tout ça. En amont, ouais. De toute façon, en amont, il faut préparer ça. Ouais, il faut choisir avec dans le couple parental, tu veux dire? Ouais. Ça. Ouais, déjà. Mais voilà, alors, je pense déjà, il faut choisir avec qui on fait un enfant. Ouais. Très important. Il faut choisir vraiment quelqu'un avec qui on a les mêmes valeurs, qui a une vision quand même de l'éducation qui est similaire à la sienne, quoi. Okay. Il faut pas éviter justement pour le coup de parler entre soi même des sujets de désaccord. On en a eu, et puis il faut en parler en amont, je pense, déjà, et puis tout au long, bien sûr. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, au-delà du sujet de est-ce qu'on fait un bébé, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce bébé après, quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ce bébé, comment on fait, qu'est-ce que tu vois comme... Moi, j'appelle le projet parental. Oui, exactement. Exactement. On parle à son entourage. Aussi. Je pense que ça peut être important. Ouais, aussi, parce que tu vas potentiellement détecter des alliés tout, en exactement. amont, déjà. Et ou même déjà commencer à dire, à rassurer tout en expliquant ce que tu vas faire. Ça permet aussi, c'est un chamboulement. Que ça se passe bien ou pas, c'est un chamboulement. Bien sûr, non. Et tu auras beaucoup plus d'énergie avant que ça arrive que quand tu seras la tête dans le guidon. Là, cette période qu'on vous a racontée, là, ça, on avait beau être psy, on aurait pu avoir le meilleur entourage ou quoi, tu n'as pas toutes tes capacités. T'as pas tout ça, c'est pas possible. Non, tu manques de sommeil, c'est vraiment une période de vulnérabilité, et je pense que... Donc ouais, vraiment parler, ne pas avoir peur d'être en désaccord, se renseigner. Moi, je suis persuadé qu'être entouré aussi d'une bonne équipe, tu vois, à refaire, j'aurais plus demandé du bouche à oreille à un pédiatre, qui sait que parce que c'est du moment où on l'a fait, où on est tombé sur des gens exceptionnels, parce que dans tout ça, quand même, on a même rencontré des personnes qui nous ont... On a rencontré des soignants génialissimes qui ont été là, et heureusement qu'ils ont été là, vraiment. Ils nous ont soutenus, qui ont fait en sorte que tout se passe bien, parce que ça, voilà. Et qui nous ont fait, c'est même eux qui ont... en confiance. C'est ça, parce que la finalité, c'est quand même que notre fille a toujours été sans danger, qu'ils ont toujours fait attention, ils nous ont toujours fait ce qu'il fallait. Et quand on a eu le signalement, je veux dire, la grande majorité se sont mobilisés pour nous. Ça a été beau, ça. C'est-à-dire que, je sais pas, ça a été, en fait, le meilleur, le pire soutien, ça a été les soignants, et le meilleur soutien, ça a été les soignants aussi. C'est-à-dire que on a eu le pire comme le meilleur, et de certains d'entre eux. Le médecin de la PMI aussi qui m'avait appelé. Franchement, ils ont été, pour certains, à faire des lettres pour dire bonjour, il n'y a pas de problème. Rappelons quand même que ce signalement n'a donné aucune suite. Oui, voilà, c'est le médecin de la PMI, après, donc il n'y a jamais eu rien. Rapidement. Et qui a été super en disant bon, je vous appelle parce que c'est la procédure. Mais surtout que même la médecin qui a fait le signalement les a rappelés en disant alors peut-être que en fait je suis allée un petit peu trop rapidement. C'est-à-dire qu'elle est revenue sur sa déclaration, cette dame. Ouais, donc finalement ça n'a rien donné. Donc en fait ça n'a rien donné. Mais c'est le mais mal bon, était de fait base, quand même. quand tu passes plusieurs semaines, parce que c'est long, quand tu passes plusieurs semaines à te dire à tout moment il y a une assistante sociale et une puéricultrice qui vont venir voir comment je fais avec ma fille. MDR. Une blague ou pas? Et là non mais et ça je me souviens aussi. C'est là en mode genre tous ces questionnements qu'on a eu aussi à ce moment-là, tu vois, on connaît la protection de l'enfance, de près et de loin. On s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on dit, parce que on fait une éducation non violente. Est-ce que c'est des gens tradis qui vont nous voir et du coup, on module notre discours? Est-ce que oui, après en soi, l'éducation non violente sur un bébé de quelques mois. Tu vois, on s'est posé toutes ces questions, alors que bien sûr, il n'y avait pas de lieu d'être, il n'y avait pas de questions. Non, mais moi, j'ai quand même eu un moment, les premiers instants où j'ai reçu le mail, la lettre, tout ce que tu veux là, je me suis vue partir de ce pays en fait.
je me suis dit, je vais la prendre, je vais partir. Non, Je me casse d'ici, Ce qui aurait tu vois. été, ce qui aurait causé de gros problèmes. Exactement. Il ne fallait pas le faire. Mais Mais de vraiment, façon c'est posé. très impulsive, à un moment donné. Personne ne donne le conseil de Non, pas il quitter faut pas le le pays faire. en Il faut cas de pas- C'est pas du tout le conseil que je donne. Hein. Je vous dis juste qu'il non, m'est mais passé par la c'est- Non, tête. mais bien sûr, Tout ça, ça nous mais- moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que cette pensée qui est arrivée n'aurait jamais eu lieu sans les comportements Mais bien sûr. de méfiance, de défiance Bien sûr. et de Mais de j'ai eu mise peur, en- j'ai eu peur en qu'on éclatement de la confiance en soi. j'ai eu peur qu'on me la prenne. Mais oui. Enfin là, Ouais. franchement, c'est-à-dire Oui, bien que, sûr. en fait, on possède pas notre enfant, mais je me suis quand même sentie dépossédée, tu vois. Bien sûr. C'est-à-dire que là, Ah, je moi, me suis dit, moi, je en me fait, suis genre, vu la vie au n'importe qui peut faire ce qu'il veut, et en fait, comme ça, quoi. Il n'y a Non, pas de mais- garde-fou, quoi, tu vois. Enfin, Non, mais en plus- sur la parole d'un médecin qui a pas su gérer son anxiété et ses scénarios catastrophes, là, qui a cru que je sais pas quoi, enfin, ça part de là, genre. Bah non, enfin, c'était C'était fou. fou. Je sais pas si c'est psychophobe de dire ça comme ça, mais Mais non, c'est bah, comme ça que ça dit. Non, mais là, c'était fou. non, mais là, c'était fou. Donc, on a le fait de parler en amont, Ouais. le fait de parler en fait aussi après. Ouais. disons, Ah Oui, oui. voilà. Voilà. Après, Et, oui. je pense que il faut pas et quand ça s'inquiéter. arrive, parce que tu vois, Ouais. sur le côté, il faut prendre le temps de la santé mentale. Je l'entends, mais quand t'es la tête dans le guidon et que C'est t'as l'impression que t'as même pas une demi-heure pour toi, Ah c'est ça. oui, Comment mais on c'est ça fait qui est compliqué. Là, Moi, ça a nous, été là. plus tard, ouais. que- Oui, c'est le contre-coup, il est souvent après. Et c'est puis, ça le truc. tu vois. il n'y aura pas de conseil si enfin, vous n'avez pas besoin de tout régler avant de faire un enfant. Enfin, Ouais. Nous-mêmes, bah voilà, la preuve, hein, je vous l'ai dit, hein, on n'avait pas tout réglé. Il n'y a pas besoin de tout, ouais, de mettre des choses en page spécifiques ou quoi. Il faut aussi garder ce truc-là de vous saurez faire, faites-vous confiance, et en même temps, c'est pas inné. Tu vois, il y a ce truc-là, c'est pas inné. Il y aura des choses à construire, il y aura des choses à apprendre, des choses qui vont vous surprendre. Et donc, Il y a la théorie et la pratique. et donc, il faut rester. En fait, peu importe nos choix, il faut avoir ce truc de garder notre enfant en tête en disant voilà, il faut faire le mieux pour notre enfant, même si effectivement, c'est pas ce qu'on avait prévu, même si c'est pas ce qu'on voulait, ou des choses comme ça. Tiens, si quand même, s'il y avait un processus psychologique à travailler, ça peut être l'intolérance à l'incertitude. De se faire face, tu vois, au fait que Tu ne peux pas savoir ce tu qui peux va rien se maîtriser, produ- tu ce qui va maîtrises se peu de produire, choses. quoi. Ça se travaille en psy. Ouais, ça Ouais. se travaille ça, ouais. Ok. Ouais, ouais. Intolérance à l'incertitude, intolérance à la détresse aussi. Non, mais c'est ça, de garder à l'esprit Parce que tu as. voilà, au niveau des C'est ça. émotions, ça te met à rude épreuve, hein, c'est Ouais, clair. bien sûr. Ouais. Et on a peu de contrôle sur les choses. Après, je pense qu'on a eu des débuts particuliers et Oui. que, attention, enfin, vraiment, il y a plein de débuts qui se passent pas comme les nôtres. Non. Mais n'empêche Dites-le que- moi, parce que là, vraiment. N'empêche que je retiens quand même cette idée. Je pense qu'en effet, la tolérance à l'incertitude Mais et tout, oui, je pense que c'est un clairement. vrai sujet. Écoutez, merci beaucoup pour cet Avec échange. plaisir. À très vite. À très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée et à me retrouver sur Instagram, TikTok, Facebook et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.